Donc, aujourd'hui, je voulais parler de... En fait, l'idée m'est venue un peu de ça parce que je me suis un peu coltaillé avec, croyez-le ou non, les communistes existent encore. Là. On n'est pas dans un délire macartiste là, de genre, ah, lui c'est un communiste, puis il y en a partout, puis ils vont nous prendre le pouvoir, puis ils vont nous faire disparaître. C'est pas ça qui est l'idée. Là. L'idée, c'est qu'il y avait un genre de rassemblement de Québec solidaire et il y avait un kiosque qui vendait des cochonneries communistes. Là. Un livre de Karl Marx, des petites pins marquées international marxiste, tout ça. Et puis j'ai repiné le truc, puis j'ai dit, il paraît que les traités de communistes, en faisant référence à QS, c'est de la démagogie. Et là, la marde est prise, les gens venaient commenter en dessous. Chris, t'es pas capable de faire parce que c'était écrit genre luttons pour le socialisme. Premier commentaire, t'es pas capable de faire la différence entre le socialisme et le communisme, espèce d'imbécile. Deuxième commentaire, ben ouais, mais tu sais pas que marxiste, c'est pas la même chose que communiste. Non, c'est ça. J'ai un kiosque, je vends des fioles d'eau bénite, des exemplaires de la Bible, des chapelets, des portraits de la Sainte Vierge, mais je suis pas catholique. C'est un peu là qu'on était. Donc, je me suis un peu coltaillé avec ces gens-là qui essayaient de me faire la morale. Je veux dire, je prétends pas tout savoir, puis je prétends pas être meilleur que n'importe qui sur bien des sujets. Là. Mais je veux dire, j'ai quand même fait un bac et de maîtrise en philo, puis j'ai un cours de 45 heures juste sur Karl Marx. Là. Je pense que je sais c'est quoi le communisme, puis le socialisme, puis le marxisme. Je pense pas quelqu'un qui a lu la moitié du manifeste communiste au cégep, qui a décidé de se rendre dans une espèce d'organisation de même, puis qui a écouté 2 vidéos sur YouTube, je sais plus que moi. En tout cas, bref. Et dans la conversation, vous allez voir, ça va nous amener au sujet. Il y avait tout le temps cette espèce d'argument. En fait, c'est immanquable. Puis, il y a un jeune que j'aime bien. Je dis ça, c'est comme si j'avais 75 ans. On a peut-être 10 ans de différence. Là. Mais il y a Charles, un gars sur Twitter, qui se pogne souvent avec des communistes, puis à chaque fois que je le vois se pogner avec ces gens-là, c'est toujours le même argument qui revient, c'est « Oui, mais Staline, Mao, puis tout ça, puis Castro, c'était pas du vrai communisme. Le vrai communisme, là, c'est pas ça. Le vrai socialisme, c'est pas ça. » Et là, il y a une espèce de négation de l'histoire qui finalement, en fait, ça s'opère un peu dans... En fait, ils ont 2 manières de le décliner selon le type de communisme auquel vous allez avoir affaire. Dans un premier temps, c'est souvent c'est l'explication que je viens de donner. Donc, Mao, Staline, tout ça, essayez pas de lui dire que le communisme a fait 100 millions de morts, puis tout ça. Ils le savent, mais ils vont vous dire ça, c'était pas le vrai communisme. Et t'as d'autres que eux, c'est plus la gang, les staliniens, je dirais. Donc ça, c'est eux qui endossent vraiment le communisme tel qu'il a existé historiquement. Eux, c'est différent un peu. Eux sont dans le négationnisme communiste. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, en fait, ça n'a jamais existé. Les famines en Ukraine, ça n'a jamais existé. Ou c'est pas ce qu'on dit, là. Puis les camps, là, Les camps, là, c'était rien que pour faire travailler des criminels. Là. On n'envoyait pas de monde là-dedans pour des raisons. Non, ça, c'est de la propagande occidentale. C'est jamais arrivé. Donc, vous voyez l'idée un peu. Et ça m'a rappelé un livre. Un livre de Thierry Volton, qui est un écrivain, historien, journaliste, essayiste, appelez ça comme vous voulez, mais historien de formation. À la base, on dit toujours français, mais à la base, c'est un est né à Alger. Donc, c'est un franco-algérien. Il est né le 12 avril 1947, donc c'est quand même plus... c'est pas tout à fait une jeunesse, comme on dit. Il est connu pour ses travaux en histoire politique, économique, puis pour des enquêtes sur des personnalités publiques. Donc, il a écrit sur certains présidents, il a écrit sur plusieurs choses quand même. Mais je dirais que ce qui m'intéresse de lui, parce que je n'ai pas lu toute son œuvre, évidemment, là, comme bien des gens auxquels on parle au fil des podcasts, parce que sinon, les gens, en pensant ils font à croire qu'ils ont lu tout, puis qu'ils ont tout vu, puis qu'ils comprennent tout, là, c'est des menteurs. Ils ont lu des fiches, ils ont lu des résumés, mais oubliez ça. Là. C'est quand vous avez certains auteurs qui sont prolifiques, à tel point que ça vous prendrait presque la moitié de votre vie
par les temps libres, essayer de lire l'œuvre complète d'un seul auteur. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix. On s'en tient à des œuvres phares, ou en tout cas, on essaie de lire des choses qui nous résument le portrait d'ensemble, puis après, on va attaquer des textes bien précis. Sinon, sinon, je veux dire, ça devient un peu délirant, là. Donc, il est connu, je dirais, puis c'est pour ça que moi, je le connais, en tout cas, beaucoup plus pour ses livres sur le communisme. Donc, il a écrit en 82 un livre qui s'appelle Le Grand Recrutement, qui était à propos de comment, justement, les communistes en France réussissaient à coopter des jeunes dans leur mouvement. Il a aussi écrit quelques années plus tard La longue marche des communistes français en 86. Il a écrit plusieurs autres livres. Il s'est intéressé au phénomène du terrorisme, la guerre, l'immigration, la mondialisation. Plus récemment, je dirais qu'il a été assez controversé parce qu'il a écrit en 2019 un livre qui s'appelle Le Grand Manipulateur, les secrets d'Emmanuel Macron, si ma mémoire est bonne, et on l'accusait là-dedans là, de flirter avec des théories, entre guillemets, conspirationnistes. Je n'ai pas lu le livre, honnêtement, fait que je ne peux pas juger de ce bouquin-là. De ce que j'en ai compris pour avoir lu un petit peu là-dessus en préparation du podcast, c'est que apparemment qu'il soutient dans ce livre-là que l'élection d'Emmanuel Macron a été, si on veut, orchestrée par un groupe de... Autrement dit, les anciens apparatchiks du Parti socialiste français se sont réunis puis ont dit, bon, ben, le véhicule du Parti socialiste avec Hollande est fini. À droite, il n'y a pas d'espoir non plus parce que c'est un candidat assez faible en François Fillon. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour garder le pouvoir, pour pas que ça passe aux mains de Mélenchon ou de Le Pen? On va finalement tout se mettre en arrière de ce jeune homme-là qui avait parti à l'époque le mouvement. En fait, c'est un mouvement au départ, je crois, La République en marche. C'est devenu finalement un parti politique et finalement, il a été élu. On l'a accusé, si on veut, de complotiste parce qu'il présentait la version des faits comme étant un peu orchestrée de manière un peu caricaturale, entre guillemets, là. On disait aussi En fait, on disait c'est ça, il y avait une vision où il présentait des acteurs cachés, des intentions secrètes, etc. Ce qu'il a nié, en fait, il a dit, ben, en fait, tout ce que j'écris dans mes livres et c'est basé sur des enquêtes, je donne les sources, c'est vérifiable, etc. Comme je vous dis, je peux pas nécessairement juger de ça parce que j'ai pas lu le livre, honnêtement, puis j'ai pas lu les critiques qui ont été données de ça, mais je voulais vous le mentionner parce que je pense que ça vaut quand même la peine d'être entendu de ce côté-là. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est un livre. Si je ne me trompe pas, moi, je l'ai lu lors de sa rediffusion. Mais si je ne me trompe pas, ce livre-là, en fait, a été initialement écrit et publié en 2009, mais il aurait été réédité en 2019. Il s'agit du livre, puis là, peut-être que je me trompe là-dessus, parce que j'ai vu cette information-là quelque part, là. Mais sinon, c'est 2019. Il a écrit un livre qui s'appelle Le négationnisme de gauche, qui fait spécifiquement référence à ce dont je vous ai parlé en préambule. Le titre peut paraître un peu provocateur, puis justement, je pense qu'il est bien choisi parce qu'il montre un peu l'espèce de double standard qu'il y a là-dedans. Vous savez probablement ce que c'est qu'un négationniste. Le mot négationniste, en fait, a été inventé de mémoire pour désigner les gens qui niaient les crimes nazis durant la Deuxième Guerre mondiale, plus spécifiquement les camps de concentration, plus spécifiquement les chambres à gaz. Bon, on connaît un peu ça. Il y a des personnages assez, entre guillemets, célèbres comme Irving, comme Forisson, comme d'autres personnes. Et ces gens-là sont attirés toutes sortes de problèmes au fil du temps. Il y en a un d'ailleurs, je pense, un Français qui est en prison pour ça, pour négation de crimes contre l'humanité. Et lui, il a appelé son livre « Le négationniste de gauche » justement en référence à ça.
Et qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Il explore l'histoire de la négation de certains crimes commis par des régimes communistes et comment ça a été traité par la gauche française. Donc, la thèse qui est avancée là-dedans, c'est que nombreux intellectuels de gauche en France ont minimisé, nié, voire même justifié les crimes commis par des régimes communistes comme les purges de Staline, les violations des droits de l'homme dans certains pays communistes, les exactions du régime de Mao, nommez-les tous. Là. Il va vraiment essayer de voir comment cette négation-là a influencé le débat politique en France, puis comment ça a permis justement à certains partis de gauche de se présenter comme des défenseurs de la justice sociale, des droits de l'homme, etc., tout en ignorant les crimes commis par les régimes communistes. Parce que c'est ça l'affaire, c'est qu'on se présente sous un aura de vertu, parce que nous, on est meilleurs que les autres, mais en réalité, derrière se cache l'ignorance ou le fait de justement de passer sous silence des trucs assez horribles. Il décrit aussi dans ce livre-là, on va y revenir un petit peu plus tard, les mécanismes de cette négation-là. Comment on a fait en fait pour en venir à ça, comme notamment la censure de livres. Il y a des livres qui ont été traduits, qui ont été trafiqués. L'autocensure, évidemment. Certaines personnes proches des partis, entre guillemets, communistes ou du Parti communiste, se sont tais, en fait. Ont volontairement ignoré certaines choses. La désinformation, évidemment, en publiant des informations fausses sur tout ce qui s'était passé. Vous voyez que ça n'a pas tellement changé quand même par rapport à aujourd'hui. Et évidemment, la manipulation de faits historiques. Le livre a quand même fait un assez gros tollé là, quand il est sorti. Ça a suscité des débats. Bon, il y a certaines personnes qui ont accusé Volton de faire un... je ne sais pas s'il faut dire Volton ou Volton, là, mais ça va être Volton pour le bienfait du podcast. J'ai jamais entendu son nom prononcé. On dit qu'il dresse un portrait caricatural de la gauche. Bon, bref. Les critiques, en fait, qu'il a reçues sont assez stupides, je dirais. Là. Les seules critiques que je pense sont recevables là-dedans, c'est que certains ont dit que ouais, le travail de documentation, il y avait des affaires que les coins étaient tournés ronds. Ça, je suis prêt à entendre ce genre de critiques-là. Mais les affaires de ouais, tu caricatures, tu dénatures la gauche française, etc. Écoutez, les faits qui sont apportés dans le livre sont là. Ils sont vrais ou ils sont pas vrais. S'ils sont pas vrais, vous êtes libre de les critiquer et de ramener la version alternative, la version officielle et véritable selon vous. Mais s'ils sont vrais, je veux dire, à un moment donné, le miroir n'est pas coupable de la laideur de celui qui s'y regarde. C'est un peu ça l'idée. Là. Donc, il cite plusieurs intellectuels de gauche en France qui ont, comme je disais, soit nié les crimes des régimes communistes, justifié ou encore édulcoré, minimisé, appelez ça comme vous voulez. Il y a plein de gens là-dedans qui sont un peu des héros de gens de gauche. Je vous fais une petite liste des gens dont on parle dans ce livre-là. Pablo Neruda. Bon, la première fois que j'ai entendu parler de Pablo Neruda, c'était un héros pour Pierre Falardeau et des souverainistes québécois. Ah, il est donc tellement incroyable, Pablo Neruda. C'est un libérateur du peuple chilien, etc. Un poète incroyable. Bon, ben, Pablo Neruda, en tant que membre du Parti communiste chilien, il a soutenu le régime stalinien. Il a dit que les purges qui ont causé des millions de morts en URSS, c'est pas tant arrivé que ça, là, arrêté. Et il a également justifié dans son livre Espagne au cœur, en 1937, les purges. Donc, il a commencé par les nier, ensuite il a dit wow, ben là, il faut ce qu'il faut là, quand même pour arriver à la Révolution. Louis Aragon, poète et écrivain français, membre du Parti communiste français. Aragon, il a soutenu le régime stalinien. Il a dit que les purges qui ont causé des millions de personnes, c'était pas tant ça non plus. Il les a justifiés aussi dans un article paru en 1956 dans les Lettres françaises,
où il disait que les purges de Staline, écoutez, faut bien à un moment donné que le parti se purge de ses éléments anti-révolutionnaires qui veulent ramener qui veulent ramener l'ordre bourgeois, etc. Jean-Paul Sartre, of course, Jean-Paul Sartre. Chaque fois qu'il y a une saloperie quelque part, il y a toujours Jean-Paul Sartre, pas trop loin. Philosophe, écrivain français, membre du Parti communiste français. Sartre a soutenu le régime castriste à Cuba. Il a minimisé les viols des droits de l'homme, les violations des droits de l'homme dans ce pays-là. Il a affirmé que la révolution cubaine, c'était l'événement le plus important depuis la Révolution française. Et il a évidemment justifié les purges menées par Fidel Castro. Tout ça pourquoi? Pour la grandeur du communisme. Sa femme, celle qui amenait les petites filles dans son lit, Simone de Beauvoir, la maquerelle de Jean-Paul Sartre. Philosophe, elle aussi. Bon, ça c'est encore que. Écrivaine française, membre du Parti communiste français. Beauvoir a soutenu le régime castriste à Cuba. Elle aussi. Et ça, c'est quand même incroyable. Elle a affirmé que ceux qui critiquaient la révolution cubaine étaient des gens manipulés par les médias occidentaux. Arrêtez là de raconter n'importe quoi sur Cuba. Quelle terre incroyable, quelle terre de liberté, quelle terre, un exemple pour la France. Michel Foucault. Michel Foucault. Il en a écrit beaucoup des niaiseries, Michel Foucault. Il en a écrit, entre autres, là-dessus. Philosophe théoricien français, Foucault, qu'est-ce qu'il a fait? Il a minimisé les exactions du régime de Mao en Chine. Il a affirmé que les camps de travail forcés, c'était des inventions occidentales. Ça n'a jamais existé, ça. Il a soutenu la révolution culturelle en Chine qui a causé des millions de morts. En fait, des milliers de morts, pardon. On parle des millions de morts, c'est le portrait global de la Chine. Des milliers de morts, c'est la révolution culturelle comme telle, aux événements dont on fait référence quand on parle de ça. Donc, Michel Foucault, un de plus. Roland Leroy, journaliste, ancien directeur de l'Humanité, journal du Parti communiste français. Leroy, lui, ça ne suffisait pas de justifier le régime stalinien ou encore le Cuba. Lui, il dit que les crimes du régime de Pol Pot au Cambodge, c'est des manipulations de l'impérialisme américain. Lui, il dit que les rapports sur le génocide cambodgien, c'est tout pas vrai, ça. Hein? Comme disait un directeur de santé publique, c'est tout pas vrai, ça. C'est des manipulations de l'impérialisme américain. Assez incroyable, pareil. Là. Alain Badiou, un autre insupportable philosophe français. Badiou, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a justifié les exactions de Mao. Il a affirmé que les révolutions communistes étaient des victoires pour l'humanité. Il a également justifié des exécutions de masse menées pendant la révolution culturelle. Vous savez, en Chine, quand ils faisaient la révolution culturelle, où ils ont instauré le communisme, ils fusillaient des gens qui n'étaient pas d'accord. Des exécutions de masse. C'est correct, là. Hein? C'est quand même, là, l'arrivée du communisme, c'est quand même une victoire pour l'humanité. Là. Enfin, on va arriver vers l'égalité et les lendemains qui chantent. Et tous ces exemples-là, il y en a d'autres là, qu'on pourrait nommer, mais en voici parmi tant d'autres. Comment ça se fait que ces gens-là n'ont pas été jetés aux chiottes de l'histoire? Comment ça se fait qu'Alain Badiou, Michel Foucault, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Pablo Neruda, Louis Aragon sont tous des gens dont vous pouvez vous faire parler à l'école? Si vous prenez un cours de philo, on risque de vous parler de Michel Foucault. Si vous prenez un cours de littérature ou de patente féministe, on va très certainement vous parler de Simone de Beauvoir, hein, la grande Simone. Quelle femme. Si vous prenez un cours d'à peu près n'importe quoi, littérature, philosophie, histoire, on va très certainement vous parler de Jean-Paul Sartre. Un petit truc de poésie. Bon, Louis Aragon, Pablo Neruda, il n'y a pas de problème.
Comment expliquer que les gens qui ont nié ou essayé de minimiser les atrocités nazies ou fascistes ont été jetés aux chiottes de l'histoire? C'est des gens qui longent les murs. Il y a des lois pour leur faire fermer la gueule. On ne les laisse pas parler. Ce qui est d'ailleurs assez improductif là, en passant, là, parce que quand vous faites ça, vous radicalisez des gens, puis vous leur mettez dans la tête que si on les fait taire, c'est parce qu'ils ont raison. Là. Ce qui est très contre-productif, à mon avis. Donc, mon point ici, c'est pas de dire que Alain Badiou devrait être en prison ou Jean-Paul Sartre, on devrait l'effacer des livres d'histoire. Là. C'est pas ça mon point. Mon point, c'est que pourquoi on traite ces gens-là? Les gens, la première catégorie sont aux chiottes de l'histoire, les deuxièmes sont sur un piédestal, comme des grands humains, des grands intellectuels, des grands philosophes. Michel Foucault, il y a encore des gens, je suis certain de mon affaire, si on va à l'Université de Montréal, l'UQAM, l'Université Laval, il y a des gens en ce moment, en sociaux, en philo, c'est rempli de citations de Michel Foucault là-dedans. Il y a même des gens qui font des thèses là-dessus. Michel Foucault, quel être incroyable, il a écrit sur l'hôpital, la charité, patata, patati, patata. Il y a un deux poids, deux mesures qui est évident. Donc, Volton s'intéresse à ça, il en parle un peu. Il dit que, en fait, la distinction qu'il fait, c'est qu'il dit que le négationnisme de droite et de gauche, le distinguo un peu arbitraire qu'on pourrait faire là-dedans, c'est que ceux qui minimisent ou nient les crimes nazis, en arrière de ça, c'est justifié par l'idéologie raciste ou antisémite. Alors que dans le négationnisme de gauche, qui est tout aussi horrible, on prétend justifier ça au nom de l'idéologie anticapitaliste. Donc, au nom de l'anticapitalisme, donc de l'égalité, la fraternité, etc., on justifie les atrocités. C'est la bonne vieille phrase des communistes, la fin justifie les moyens. C'est une phrase qu'ils aiment beaucoup. Donc, ça revient un peu... je pense qu'il y a beaucoup de ça qui tourne autour de tout ça. Il ne donne pas vraiment d'explication directe sur la raison pour laquelle, pourquoi on semble tolérer davantage le négationnisme de gauche que celui de droite. Droite, entre guillemets, là, j'ai déjà fait plusieurs podcasts là-dessus pour expliquer que le nazisme et le fascisme, c'est pas de droite, mais disons, utilisons les termes qui sont employés pour les besoins de la conversation. Pourquoi on tolère, autrement dit, les complaisants communistes, mais on ne tolère pas les complaisants nazis? C'est ça, en gros, l'enjeu. Il dit aussi que le fait que l'Union soviétique ait été jusqu'à 1991 une espèce de monde alternatif, parce qu'en fait, à partir de la fin de la guerre, 1945, il n'y a plus personne qui se dit « Ouais, le fascisme, c'est l'avenir ». Parce que le système s'est effondré, les gens qui étaient là-dedans sont suicidés ou ont été mis en prison. On essaie d'oublier cette période-là. Par contre, aller jusqu'à 1991, il y a encore des gens qui se revendiquent comme étant communistes comme tels. Là. Pas genre de gauche, tendance socialiste, puis je fais accroire, je sais pas quoi. Non, non. Encarté, Parti communiste. Le Parti communiste est allégeant à l'Union soviétique. Donc ça, c'est... dans le fond, c'était considéré comme l'alternative crédible au capitalisme. C'est ce qui a sûrement fini par conduire ces gens-là à minimiser les aspects dégueulasses de son histoire parce que c'était pour la bonne cause. Puis dans certains milieux intellectuels, universitaires, politiques, on entretenait une certaine forme de complaisance à l'égard de ça parce que d'une certaine manière, c'était le système vers lequel on pouvait aller si on n'était pas content du système dans lequel on vivait, alors que personne n'a jamais vu le nazisme à partir de 1945 ou le fascisme ou tout ça comme des alternatives possibles. Donc, c'est une explication qui en vaut une autre. Là. Je ne sais pas exactement ce que j'en pense. C'est pas mauvais non plus. Là. Quelles sont les méthodes du négationnisme? La falsification des sources. Évidemment. Le négationnisme, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à remettre en question les sources historiques établies, les falsifie en les interprétant de manière erronée. Donc ça me paraît assez simple, ça ne nécessite pas trop d'explications, mais vous comprenez, les exemples que je donnais avant, c'était exactement ça. Ah, ça n'a pas eu vraiment lieu, ça c'était de la propagande, etc. Ensuite, la sélection tendancieuse des faits.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? On retient que certains événements très, 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 très précis qui vont dans le sens de ce qu'on veut dire. Par exemple, on va dire, le classique de ça étant quoi? La sélection tendancieuse des faits, c'est de dire, arrêtez de dire que c'est si pire que ça. Le taux d'alphabétisation et le taux de gens ayant accès à un médecin, mettons, est extrêmement élevé dans les régimes communistes. Donc, on va prendre ces données-là, tout en vous disant pas trop que les données sont pas tant fiables que ça, que oui, ils ont accès à un médecin, mais ils sont pas plus soignés. Oui, ils savent lire, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Donc, c'est ce qu'on appelle la sélection tendancieuse des faits. La construction d'un récit alternatif. Troisième technique. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche à construire une histoire alternative qui contredit la version établie par le consensus, entre guillemets, ou par les gens qui s'y connaissent. Donc, non, mais c'est pas vrai, là, les affaires de Staline puis tout ça. Les historiens qui ont écrit là-dessus, de toute façon, c'est des gens qui étaient allégeants à l'impérialisme occidental. Lui était membre d'un parti conservateur. De toute façon, tous ces gens-là sont des menteurs et ils ne font que ça pour décrédibiliser notre mouvement. C'est pas vrai. La vraie réalité, c'est elle, et voici pourquoi. Qui va de pair avec le prochain point, la prochaine technique, qui est la diffusion de fausses informations. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Carrément, il y a des choses qui sont inventées de toutes pièces. Point aussi important, la diabolisation des sources contradictoires. Donc, quand on est contredit, qu'est-ce qu'on fait? Celui qui me contredit, c'est un menteur, ou celui qui me contredit, il est payé par quelqu'un? En fait, ça ressemble beaucoup. C'est pour ça que je l'ai dit plusieurs fois, ça, mais le conspirationnisme a une matrice anticapitaliste et il y a quelque chose qui a de l'ordre des mêmes techniques qui étaient utilisées par les communistes lorsqu'on les attaquait. Ouais, mais chez les complotistes, on va dire, ah, vous êtes l'opposition contrôlée. Chez les communistes, qu'est-ce qu'on disait? Vous êtes des petits bourgeois, vous êtes des infiltrés, des petits cadets de la bourgeoisie, vous êtes les idiots utiles, vous êtes... Ce qui revient au même, en fait. C'est un peu le même genre de technique. Et point numéro 6, et ça c'est très bon, puis ça fonctionne encore pour les deux que je viens de nommer, la victimisation. Donc, le négationniste cherche à se présenter comme une victime. Il est victime d'une injustice, de la manipulation de l'histoire, et quoi le but de ça? C'est justifier ou susciter, du moins, la sympathie de son auditoire. Assez important. Chez Volton, il y a 4 points que lui retient plus, je dirais. C'est pour légitimer les régimes totalitaires, puis en particulier le communisme. Le relativisme. Ça consiste à quoi? Ça consiste à dire que les crimes du communisme, ben, si on les met en perspective avec d'autres choses, puis si on le regarde dans l'époque, puis si on se remet dans le contexte, tu sais, c'est pas si pire que ça, là. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça, là, ce genre d'argument-là. L'argument du relativisme. Ouais, mais là, quand même, là, si on compare ce qui a été fait à Cuba avec ce que les nazis faisaient, je veux dire, c'est quand même, là, on ne parle pas du tout de la même chose. Oh oui, il y a un petit peu de brutalité, mais comparé avec ce que d'autres régimes faisaient, c'est de la petite bière presque, là. Donc ça, c'est le relativisme. On a aussi ce que lui appelle l'hypercriticisme. C'est quoi? C'est chercher des détails qui dérangent dans les témoignages ou les documents historiques pour affirmer que le reste n'est que mensonge. Et ça, cette technique-là, elle est au cœur de tout discours alternatif. Qu'il soit révisionniste, qu'il soit complotiste, qu'il soit n'importe quel discours alternatif qui n'est pas un vrai qui n'est pas un discours fondé, se base sur ce genre de truc-là. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? En gros, c'est un peu les arguments style à 11 septembre 2001. Là. C'est-à-dire, ouais, mais là, on a retrouvé un passeport à moitié brûlé. C'est pas possible. J'ai consulté telle affaire à tant de degrés, ça ne brûle pas, puis tatata. Donc, tout le reste est vrai. Donc, c'est George Bush avec la CIA qui a créé ses avions d'un tour. En gros, on part d'un élément qui semble ne pas faire de sens. Et de cet élément-là, ou de ces quelques éléments-là qui n'ont pas nécessairement de lien ensemble, on essaie de tracer un fil narratif. Donc, c'était un des points précédemment. Créer un narratif.
Donc, l'usage, dans l'hypercriticisme, on utilise des points qui n'ont pas l'air de faire de sens a priori, ou en tout cas selon notre grille de lecture, on les apporte un après l'autre pour donner l'impression qu'il y a un fil conducteur à ça, et on crée une trame narrative qui, finalement, aboutit dans un récit alternatif. C'est un peu ça l'idée qui est derrière ça. Il y a une forme, comme je l'ai dit, de complotisme là-dedans. Donc, l'idée qu'on nous cache quelque chose, il faut expliquer. En gros, puis ça, c'est pour ça que je vous dis, il y a une matrice complotisme au communisme, au gauchisme, parce que moi, toute ma vie, j'ai entendu ce genre de truc-là. Quand tu parlais des régimes communistes, ou quand tu parles, mettons, de ce qui se passe au Venezuela ou à Cuba, on va toujours te dire, ouais, mais c'est à cause du blocus. Ouais, mais c'est pas vraiment ça. C'est parce que là, les Américains, ils ont essayé d'empoisonner Hugo Chavez avec, je sais pas quoi, là, il y avait un nom d'une substance, là, puis avec ça, ils ont donné le cancer à distance, puis t'as l'affaire. Puis c'est pour ça, finalement, que le régime s'est effondré. Donc, c'est quoi le but de tout ça? C'est de dire que finalement, c'est pas parce que les Vénézuéliens puis leur régime, c'était de la merde, puis que le socialisme fonctionne pas, le socialisme autoritaire fonctionne pas. C'est que, en gros, ça fonctionnait très bien jusqu'à temps que les Yankees essayent de l'empoisonner, puis toute la patente. Donc, c'est un peu ça, en fait, qui est derrière. Et quatrième point, c'est l'utopisme. Donc, la caractéristique de l'utopisme là-dedans, c'est l'idée de croire en une autre vérité qui est comme idéalisée, qui permet de justifier ou minimiser les crimes commis par des régimes totalitaires. Donc ça, c'est très, 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 très présent dans le communisme. C'était aussi présent dans le Troisième Reich chez les nazis, donc c'était cette idée-là qu'on allait aboutir à une espèce de le Reich éternel, la paix, puis toute la patente. Mais dans les régimes communistes, c'était la société sans classe. C'était que la dictature du prolétariat et le politburo qui gère la société au complet dans une espèce de système planificateur où finalement tout le monde crève plus ou moins de faim là-dedans. Ben, c'est plate, là, puis c'est vrai que c'est pas beau, là, puis les purges, puis la famine, puis tout ça, mais au bout du compte, l'important, c'est qu'on va arriver à la société sans classe, que le vrai communisme va advenir, que l'homme nouveau, l'homme total va enfin pouvoir émerger de tout ça, et ça va être l'abolition de l'État, ça va être l'abolition de l'argent, ça va être l'abolition de tout. Puis on va être heureux. Puis en fait, c'est l'arrivée du paradis sur Terre, quoi. C'est un peu ça, là. C'est quoi l'avenir du négationnisme, selon lui? Il pense pas du tout qu'il est en déclin, mais plutôt dans une forme de mutation. Mutation comment? Ben, c'est qu'en fait, on s'est adapté aux nouvelles normes, en particulier sur Internet, de communication, où des théories alternatives circulent largement. Et là, comprenez bien ce que je suis en train de dire. L'idée, c'est pas de justifier, comme le faisaient certains crétins qui animent dans une station de radio que je ne nommerai pas, là. C'est pas de traiter tout le monde de négationniste et de complotiste, là. C'est pas ça le but, là. C'est de reconnaître que ça existe. Donc, si quelqu'un qui a critiqué les masques obligatoires, les vaccins obligatoires, c'est pas ça, c'est pas de ça dont on parle. On parle de quelqu'un pour qui il n'y a rien qui est jamais ce qui nous est présenté, n'est jamais pris comme une vérité. Tout est tout le temps autre chose. Tout n'est que mensonge. Tout n'est que mascarade. Tout est toujours lié à quelque chose d'autre. Peu importe ce dont tu le parles, ça revient toujours à l'agenda 2030, là, de ci, de ça. Donc ça, c'est vraiment au cœur de cette espèce de forme. Puis moi, je n'appellerais pas ça du négationnisme parce qu'à mon avis, ça doit être... c'est là-dessus que là-dessus, Volton, je trouve qu'il est dans le champ là-dessus. Moi, je ne pense pas qu'on doit utiliser ce terme-là pour autre chose que ceux qui nient les crimes de guerre, un peu par respect, puis parce qu'à un moment donné, les mots ont un sens, là. Tu peux pas... comme on dit, comme je disais l'autre fois dans un podcast, qui trop embrasse mal étreint. C'est un vieux dicton de sagesse populaire qui veut dire que si tu as un mot, tu as une expression ou tu as une idée qui englobe tellement de trucs, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'au final, ça ne veut plus rien dire. Donc, c'est un peu ça l'idée. Il y a eu plusieurs critiques
qui ont été faites à Volton au sujet de ce livre-là. Essentiellement, ça a été fait par des gens qui se revendiquent de la gauche, ou en tout cas très proches du Parti communiste français. Qu'est-ce qu'on disait? On disait qu'il était biaisé parce que lui était plus à droite, puis c'était plus un libéral. Donc, parce qu'en fait, ce qui est très drôle, c'est que les arguments contre lui donnent raison à ce qu'il dit. Donc, en gros, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on évoque contre lui? Le relativisme. C'est quand même assez magique, honnêtement. Là. Contre lui, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le relativisme, on utilise la diabolisation des sources contradictoires, on utilise la construction du récit, on utilise la sélection tendancieuse des faits. Donc, en fait, il a presque été justifié par lui-même, si on veut. Ses critiques justifiaient sa propre approche. En réponse à ces critiques, il a sorti un livre qui s'appelle « Réponse à mes détracteurs », dans lequel il défend, en fait, pas mal point par point ses critiques. Là. J'ai eu accès à un résumé du livre, je ne l'ai pas lu, là. Mais de ce que je comprends, il met un petit peu d'eau dans son vin là-dedans, mais il reste quand même qui dit que il faut dénoncer toutes les formes de totalitarisme, qu'ils soient communistes ou nazistes, puis que c'est pas normal qu'on ait un système à deux vitesses là-dedans où, d'un côté, on a des gens qui ont justifié, minimisé ou carrément nié des crimes contre l'humanité, des génocides, puis tout ce que vous voulez, parce que c'était fait au nom du bien, c'était fait au nom du communisme, puis de la grandeur des soviets puis du cul de la fermière. Mais à un moment donné, on ne peut pas avoir ces gens-là qui s'en sortent puis qui sont enseignés dans les universités, puis c'est des héros, puis on les érige quasiment des statues. Et de l'autre côté, tu as ceux qui font la même chose, mais pour les régimes fascistes, autoritaires ou nazis. Et eux, dans le fond, on fait des lois, on les met en prison, puis on les traque. Là. Ça ne fonctionne pas. Là. Ça ne fonctionne pas du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce que je pourrais dire comme conclusion? On qualifie souvent Volton de libéral conservateur. Je ne sais pas exactement quel est son positionnement. Je ne connais pas assez d'un point de vue politique. Dans ses livres, il ne se livre pas tant que ça. Si vous voulez, il y a d'autres auteurs qui ont écrit sur le négationnisme de gauche que j'ai brièvement feuilleté. Il y a entre autres l'historien britannique Paul Bognator qui a publié dans les années 90 un livre qui s'appelle The Jewish Holocaust, an Annotated Guide to Book in English. Et il affirme, là-dedans, en fait, il parle de comment les gens de gauche ont nié l'existence de génocide. Il y a un historien américain aussi qui s'appelle Ronald Radoch, qui a étudié un peu le même phénomène que Volton, qui est dans un livre qui s'appelle Commies, A Journey Through the Old Left, the New Left and the Leftover Left. Je ne l'ai pas lu non plus, mais c'est un livre qui est dans ma liste. Si jamais je me le tape, je vous en ferai part également. Donc, je ne sais pas si ça répond à des questions que vous avez déjà eues par rapport à ça. Pour moi, il reste encore plein de trucs qui sont en suspens là-dedans. Mais je pense que c'est quand même un bon début de réflexion, sans dire que c'est parfait. Je pense que c'est un livre intéressant. Puis j'essaie de vous le résumer du mieux que je pouvais en fonction des notes que j'avais. Mais il n'y a rien de mieux quand même que de le lire puis de se faire sa propre idée par rapport à ça.